Première partie. Sous le ciel de Paris. Chapitre 2. Le plus grand des voleurs. Citation de Russell Banks. C'est pour les mêmes raisons qu'on déteste une personne ou qu'on l'aime. Paris, rive gauche de la Seine, 29 juillet, 3 heures du matin. Le voleur. Paris baignait dans la nuit claire du cœur de l'été. Sur les toits du musée d'Orsay, une ombre furtive glissa derrière une colonne, puis se détacha dans le halo d'une demi-lune. Vêtu d'une combinaison sombre, Archibald MacLean noua les 2 cordes d'escalade au baudrier fixé à sa taille. Il ajusta le bonnet de laine noire qui descendait jusqu'à ses yeux lumineux, se découpant sur son visage enduit de cirage. Le voleur boucla son sac à dos et regarda la ville qui s'étendait devant lui. Le toit du célèbre musée offrait une vue impressionnante sur les monuments de la rive droite. L'immense palais du Louvre, débordant de sculptures, la basilique meringuée du Sacré-Cœur, la coupole du Grand Palais, la grande roue du jardin des Tuileries et le dôme vert et or de l'Opéra Garnier. Plongée dans la nuit, la capitale avait un aspect intemporel. C'était le Paris d'Arsène Lupin, celui du fantôme de l'opéra. Archibald enfila des gants d'assurage, détendit ses muscles et déroula la corde le long de la paroi de pierre. Ce soir, la partie serait difficile et risquée. Mais c'était aussi ce qui faisait sa beauté. Le flic. C'est de la folie. En planque dans sa voiture, le capitaine de police, Martin Beaumont, observait à travers ses jumelles celui qu'il pistait depuis plus de 3 ans, Archibald MacLean, le plus illustre des voleurs de tableaux des temps modernes. Le jeune policier était au comble de l'excitation. Ce soir, il allait procéder à l'arrestation d'un voleur hors norme, comme on n'en rencontre qu'une fois dans une vie de flic. C'était un moment qu'il attendait depuis longtemps. Une scène qu'il avait maintes fois jouée dans sa tête. Un acte que lui envierait aussi bien Interpol que tous les détectives privés engagés par les milliardaires qu'Archibald avait spoliés. Martin régla ses jumelles pour obtenir l'image la plus nette. L'ombre insaisissable d'Archibald émergeait enfin de l'obscurité. Le cœur battant, Martin le regarda dérouler sa corde depuis le toit et se laisser glisser le long de la paroi du musée jusqu'à atteindre l'une des 2 horloges monumentales qui donnaient sur la Seine. Un instant, le flic espéra apercevoir les traits de sa proie, mais Archibald était trop loin et lui tournait le dos. Aussi incroyable que cela puisse paraître, en 25 ans de carrière, personne n'avait jamais vu le véritable visage d'Archibald MacLean. Archibald s'immobilisa devant la partie inférieure de l'horloge de verre qui brillait d'une lumière pâle. Collé à ce cadran de 7 mètres de diamètre, il lui était difficile de ne pas se sentir pressé par le temps. Il savait qu'il risquait à tout moment d'être repéré, mais il jeta néanmoins un regard sur la rue. Les quais étaient calmes, sans être déserts. Des taxis passaient par intermittence, quelques promeneurs nocturnes déambulaient, d'autres rentraient se coucher après une soirée prolongée. Sans se précipiter, le voleur prit appui sur le rebord en pierre et décrocha de sa ceinture une roulette dotée de pointes à couronne diamantée. D'un mouvement rapide, ample et régulier,
Il raya la surface vitrée à l'endroit où les armatures en laiton se croisaient pour délimiter la 6e heure. Comme il s'y attendait, la molette griffa seulement le verre, dessinant une surface de la taille d'un petit cerceau. Archibald y fixa un jeu de ventouses à 3 têtes, puis il s'empara d'un cylindre en aluminium de la longueur d'une lampe torche. Il promena le faisceau le long de la ligne de fracture avec dextérité et assurance, en multipliant les passages. Véritable fil à couper le verre, le rayon laser lui permit de pratiquer une incision fine et profonde. La fracture se propagea rapidement en suivant la ligne de l'incision. Lorsque le verre fut sur le point de céder, Archibald poussa le jeu de ventouses. La lourde plaque de verre se détacha d'un seul tenant, sans éclat ni cassure, et se coucha doucement sur le sol, libérant un passage circulaire, tranchant comme une guillotine. Avec l'agilité d'un acrobate, Archibald se glissa dans l'ouverture qui lui donnait accès à l'un des plus beaux musées du monde. À compter de cet instant, il avait 30 secondes avant que l'alarme ne se déclenche. Le nez collé à la vitre de sa voiture, Martin n'en croyait pas ses yeux. Archibald venait certes de réussir un coup d'éclat en s'introduisant dans le musée de manière spectaculaire, mais l'alarme allait se déclencher d'un moment à l'autre. La sécurité d'Orsay avait été sérieusement renforcée après l'effraction l'année dernière d'une bande d'individus éméchés qui étaient parvenus à pénétrer dans le musée en défonçant une issue de secours. Les soulards avaient déambulé dans les galeries pendant plusieurs minutes avant d'être interpellés. Un temps qu'ils avaient mis à profit pour lacérer un célèbre tableau de Monet, le pont d'Argenteuil. L'affaire avait fait grand bruit. La ministre de la Culture avait trouvé inadmissible que l'on puisse pénétrer à Orsay comme dans un moulin. Par la suite, les déficiences du musée avaient été passées au crible. En tant que membre de l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, Martin Beaumont avait été consulté pour inventorier et sécuriser tous les accès possibles. En théorie, les célèbres galeries impressionnistes étaient désormais inviolables. Mais dans ce cas, pourquoi cette putain d'alarme ne se déclenchait-elle pas? Archibald atterrit sur l'une des tables de la cafétéria. La grande horloge de verre donnait directement sur le café des Hauteurs, au dernier étage du musée, près des salles consacrées aux impressionnistes. Le voleur regarda sa montre. Encore 25 secondes. Il sauta au sol et monta les quelques marches qui menaient aux galeries. Les lentilles à infrarouge formaient une armada invisible de faisceaux longue portée, couvrant un plan de détection qui s'étendait sur les 50 mètres de couloir. Il repéra le boîtier d'alarme et dévissa le panneau de protection avant d'y brancher un ordinateur portable miniature à peine plus gros qu'un iPod. Sur l'écran, les chiffres défilaient à une vitesse vertigineuse. Au plafond, les 2 caméras munies de détecteurs thermiques n'allaient pas tarder à s'enclencher. Plus que 10 secondes. N'y tenant plus, Martin sortit de sa voiture et fit craquer ses articulations. Il était en planque depuis 4 heures et commençait à avoir des fourmis dans les jambes. Il n'avait plus l'habitude. À ses débuts, il avait parfois passé des nuits blanches à planquer dans des conditions invraisemblables. Le coffre d'une voiture, une benne à ordures, un faux plafond. Le vent se leva d'un coup. Il frissonna et remonta la fermeture de son blouson de cuir. Il avait la chair de poule, ce qui n'était pas désagréable par cette chaude nuit d'été.
Depuis qu'il travaillait à l'OCBC, il n'avait jamais connu pareille excitation. Ses dernières poussées d'adrénaline remontaient à 5 ans en arrière, l'époque où il bossait au stup. Un métier de chien, lié à une période difficile de sa vie, sur laquelle il ne regrettait pas d'avoir tiré un trait. Il préférait ce poste si particulier de flic de l'art qui conciliait sa passion pour la peinture et son engagement dans la police. En France, il n'était qu'une trentaine à avoir suivi la formation de haut niveau dispensée par l'École du Louvre qui leur permettait d'intégrer ce service de pointe. Même s'il menait dorénavant ses enquêtes dans le milieu feutré des musées et des salles des ventes, côtoyant davantage les antiquaires et les conservateurs que les dealers ou les violeurs, il restait un flic avant tout. Et un flic qui avait fort à faire. Avec plus de 3000 vols par an, la France était une cible privilégiée des pilleurs de patrimoine, dont le trafic générait désormais des flux financiers comparables à ceux des trafics d'armes ou de stupéfiants. Martin méprisait les voyous qui écumaient les chapelles des villages, faisant main basse sur les calices, les statues d'anges et celles de la Vierge. Il exécrait la bêtise des vandales qui s'amusaient à détériorer les sculptures dans les parcs. Il haïssait enfin les pillards qui travaillaient sur commande pour le compte de collectionneurs ou d'antiquaires véreux. Car, contrairement à une idée reçue, les voleurs d'objets d'art n'étaient pas des gentlemen solitaires. La plupart étaient de mèche avec le crime organisé et le banditisme le plus dur, qui avaient mis la main sur les filières de blanchiment des toiles volées en organisant leur sortie du territoire. Appuyé contre le capot de sa vieille Audi, Martin alluma une cigarette sans quitter des yeux la façade du musée. À travers ses jumelles, il distinguait le trou béant ouvert dans l'horloge de verre. Aucune alarme ne s'était encore déclenchée. Mais il savait que ce n'était maintenant plus qu'une question de secondes, avant qu'un cri strident ne déchire le silence de la nuit. 3 secondes, 2 secondes, une lueur de soulagement éclaira le visage d'Archibald lorsque les 6 chiffres se figèrent sur l'écran du minuscule ordinateur. Puis la combinaison gagnante clignota, désactivant ainsi les détecteurs de mouvement. Exactement ce qu'il avait prévu. Un jour peut-être, il commettrait une erreur. Un jour, sans doute, il ferait le cambriolage de trop. Mais pas ce soir. La voie était libre, le spectacle pouvait commencer.